Bienvenue au Centre international de conférence de Sipopo en Guinée équatoriale. Nous sommes au cœur de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, tant attendu à cause de trois urgences majeures: urgence humanitaire, urgence également liée à la montée du terrorisme sur le continent africain, également urgence due au coup d'État ou alors due au changement anticonstitutionnel sur le continent, avec de nombreux cas qui ont été connus ces 2 dernières années, qui poussent donc les chefs d'État à se réunir dans l'optique, après avoir écouté les experts, de trouver des mesures qui pourraient permettre de régler ces trois urgences. Et pour en parler, je vous reçois, ambassadeur François Bikoro. Vous êtes le grand ambassadeur de la cause panafricaine et vous avez posé également vos valises avec la télévision panafricaine ici sur place à Malabo, ici à Sipopo. Bonjour Guy Fondop, c'est d'ailleurs une opportunité 15 ans après que nous ayons décidé de lancer une campagne d'information, de communication, mais surtout de conscientisation de la masse critique populaire africaine au regard des enjeux et des jeux qui nous interpellaient pour l'avenir. Donc je ne pouvais donc pas manquer d'être ici aujourd'hui pour voir ce dont les chefs d'État vont discuter et comment est-ce qu'ils vont appréhender l'avenir de l'Afrique au regard des enjeux qui pullulent tant dans le monde occidental qu'en relation avec l'Afrique aujourd'hui. Alors, trois urgences, je les ai présentées à l'introduction de cette émission. Tout à fait. Et une urgence particulière, il s'agit des changements anticonstitutionnels sur le continent. On a vu plusieurs cas en Afrique de l'Ouest ces 2 dernières années qui poussent aujourd'hui l'Afrique visiblement à vouloir prendre des décisions fortes pour prévenir ces changements anticonstitutionnels-là sur le continent. Et c'est ici à Malabo qu'on va pencher sur la question. Et le choix de Malabo aujourd'hui qui fait réfléchir. On se demande pourquoi est-ce que c'est en Afrique centrale où ces coups d'État ne se passent pas qu'on va venir débattre afin de trouver la solution à cela. Pourquoi, par exemple, ne l'avoir pas fait à Abidjan? Vous posez si bien cette question qui m'amène à placer le décor sur la situation qui prévaut en Afrique et sur les personnages qui sont en présence. La situation qui prévaut en Afrique depuis les années 90, comme vous le savez très bien, qui ont amené un changement pratiquement voulu, promu, à la tête de tous les États, ou alors la presque majorité des États africains, c'était à l'issue du sommet de la Baule. Après ce changement, vous avez connu le printemps arabe, qui a été non seulement parce qu'on n'a pas pu saucissonner l'Afrique en grand, je crois que ceux qui le font ont décidé de le faire de façon sous-régionale ou alors régionale. Le printemps arabe a eu son évolution et tout le monde a vu ce qui en est arrivé. Si l'Égypte a échappé, la Tunisie a échappé, l'Algérie a échappé, le Maroc, on ne peut pas en dire de même de celui qui constituait en son temps la plaque tournante de l'économie de l'Union arabe, qui était la Libye de Muammar Kadhafi. Et vous n'allez pas oublier que la Libye de Muammar Kadhafi, ce que nous vivons aujourd'hui, c'était peut-être programmé au regard de ce que nous constatons. La Libye de Muammar Kadhafi a eu une incidence, un impact tout à fait fort en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Vous avez vu que ce sont les rebelles qui sont partis de Libye que l'on retrouve aujourd'hui dans la zone querellée dont vous faites allusion. Mais ce qui ne veut pas dire que les changements dont vous faites allusion n'ont pas été observés dans certains pays d'Afrique centrale, qu'on dit souvent Afrique subsaharienne. Mais il faut noter quelque chose de particulier, c'est que quand vous donnez le temps au temps, et quand vous programmez quelque chose année par année et anneau par anneau, il faut tenir compte du fait que ceux qui sont à la 3e ou à la 4e année ou au 4e anneau ne se comportent pas comme ceux qui étaient au premier anneau. Prenons seulement la halte de 1990. Vous conviendrez avec moi que la petite guerre qui a eu lieu au niveau du Congo, entre Bernard Colelas et le président Denis Sassou Nguesso, avec ce que cela a connu comme impact socio-humanitaire, ça a donné peut-être à voir et à comprendre aux autres peuples qui sont d'Afrique centrale que peut-être la voie dans laquelle on nous amène aujourd'hui n'est pas une bonne voie. Mais je voudrais que l'on revoie un peu, parce que les mots ont leur sens. Parce que quand vous dites coup d'État, alors qu'eux, ils utilisent changement anticonstitutionnel. Convoquons donc ce qu'on appelle le changement anticonstitutionnel. Le changement anticonstitutionnel, je crois que la constitution d'un pays, c'est celle qui est cet arrangement entre le peuple et les gouvernants pour voir comment est-ce que gérer la population et le pays. Alors quand vous dites que vous ne voulez pas de changement à la tête des institutions, que vous dites anticonstitutionnel, ce serait remettre en cause la définition même de la démocratie que l'on a voulu installer en Afrique depuis les années 90 et qui, à mon humble avis, consiste à chercher de façon permanente une adéquation
entre la volonté populaire, les aspirations populaires et les moyens qui sont mis à la disposition des gouvernants pour rendre ces populations heureuses. On peut donc se poser la question de savoir, au plan historique, est-ce que les États d'Afrique ont travaillé dans le sens de créer un pont entre les aspirations populaires et les moyens mis à la disposition des gouvernants pour que ces pays avancent? Je crois que le choix de Malabo n'est pas un choix fortuit. Parce que vous allez constater que Malabo est voisin du Cameroun, le Cameroun est voisin du Nigeria, ne serait-ce que dans la gestion des économies et des situations dans ces pays frontaliers, vous allez constater que le Cameroun a géré pendant près d'une vingtaine d'années une crise assez rude et assez dure qu'on a appelée la crise de Bakassi. Le Cameroun et le Nigeria ont géré une autre crise qui est une crise sécuritaire assez rude aussi, celle qui concerne Boko Haram et conséquemment le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous avez aussi constaté que le Cameroun a pu réguler et régler cette crise. Si le Cameroun a pu régler ce qui, c'est certainement parce que dans la zone querellée, les États concernés font un effort pour que lorsqu'une situation se pose, qu'ils puissent aller vers le peuple. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont eu la malchance, ou alors une chance, de n'avoir pas bien géré cet impact positif qu'ils avaient de la mise en œuvre d'une solidarité des peuples concernés par la sous-région. Cependant que dans la sous-région Afrique centrale, Afrique noire, vous allez constater que c'est plutôt au niveau des leaderships politiques, c'est-à-dire des chefs d'État, que l'on constatait une très grande solidarité. On ne peut donc pas mettre une analyse qui va directement sans tenir compte de ces deux différences-là. Et c'est peut-être pour cela qu'on peut comprendre que pour le cas de Malabo, qui a eu une histoire relationnelle avec le monde occidental, l'économie libérale, qui a posé un certain nombre de jalons qui peuvent amener à ce que le peuple ait observé ce qui s'est passé au plan sécuritaire ailleurs et ait renforcé sa posture vis-à-vis des chefs d'État qui sont en place. Venir donc à Malabo, venir, j'allais dire en Afrique centrale, considéré comme un blockhouse, comme une partie de cette construction qui consistait à changer le leadership dans l'ensemble de l'Afrique depuis 1990 n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite parce que les changements anticonstitutionnels dont vous faites allusion le sont de deux manières. La première manière est celle où, à une période de leur histoire, les États peuvent décider de revoir leur constitution pour rester en adéquation avec la masse critique géopolitique internationale qui va s'abattre sur leur population. C'était le cas des pays d'Afrique centrale, qui sans effusion de sang, sans coup d'État, ont estimé à un moment donné que si on avait limité les mandats, il y a cela 20 ans, on peut ouvrir la limitation des mandats. C'est un changement qu'on peut considérer comme anticonstitutionnel au plan du droit, parce qu'on a changé la Constitution à un moment donné. Mais je crois que ce qui intéresse la communauté internationale, ce qui intéresse l'Union africaine, c'est de trouver une juste voie dans cette nouvelle définition que l'on a ajoutée au changement anticonstitutionnel. C'est celle qui consiste à dire que parce que au cours de votre évolution, un enfant brillant, un enfant qui travaille pour son pays, qui a fait des humanités, parce qu'il les a choisis dans le domaine des armes, on estime que pour le cas de l'Afrique, les militaires n'ont pas droit de s'intéresser à la gestion de leur pays. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que demain, dans cet auditorium principal du Centre international de conférence de Sipopo, que les débats sur ces changements anticonstitutionnels soient des débats francs et sincères, où on pourra en même temps écouter ces masses africaines qui ont plébiscité ces changements-là, et où on pourrait aussi écouter ces organisations internationales qui vont être également présentes pour dire qu'il est important de respecter les constitutions. Pensez-vous vraiment qu'on sera à cœur ouvert ici, à Sipopo demain? Non, je crois que ce qui va se passer demain sera un rendez-vous de l'histoire de l'Afrique avec elle-même. Ce qui va se passer à la conférence de Sipopo, c'est que des chefs d'État auront le loisir de choisir de poser les problématiques sincères, celles qui sont directement liées à la réalité sur le terrain. Est-ce que vous croyez vraiment que des chefs d'État qui ont eu le temps de se mettre en selle, de jouer à l'équilibre en ce qui concerne la volonté populaire qui ne comprend pas un certain nombre d'enjeux et la réalité sur le terrain,
est-ce que vous allez oublier que Sipopo, que Malabo est en Afrique centrale, gouverné par quelqu'un qui peut être considéré comme un prolongement d'un changement anticonstitutionnel, puisque le président équato-guinéen, on ne va pas oublier que c'est un militaire. Est-ce pour autant qu'on va oublier que parce qu'il est militaire, on va oublier qu'il a géré son pays en bon père de famille? Vous avez vu toutes les réalisations qui sont ici aujourd'hui. Vous avez vu la stabilité qui concourt à la mise en œuvre de son magistère à la tête de l'État. Malabo, c'est aussi un président qui a eu à gérer un certain nombre de frustrations dans le cadre de sa relation avec l'Occident. Vous savez très bien que le président équato-guinéen est de ceux dont on pense qu'ils ont, il y a une expression que l'on utilise aujourd'hui, ils ont trop duré au pouvoir. Ils ont trop duré au pouvoir. Ils se sont éternisés au pouvoir. Ils ont des chefs d'État qui sont des militaires, mais c'est encore là le cas. Mais ce qui est encore plus important à relever ici, c'est que on tirera certainement les conséquences de cette tentative d'imposer un diktat de gestion de nos gouvernements à travers des institutions qui avaient été mises en place. Est-ce que vous croyez qu'à Malabo, les populations, les peuples et les chefs d'État ne tireront pas avant le débat de demain matin un certain type de leçon, dont la première est celle de savoir si on va oublier que la République centrafricaine nous parle, que le Mali nous parle, que le Burkina Faso nous parle, qu'une partie de la RDC nous parle, qu'une partie de l'Algérie nous parle? Est-ce qu'on va oublier, lorsqu'on va prendre un certain nombre d'engagements aujourd'hui, que les populations ont déjà pris sur elles qu'à partir d'un certain moment, elles peuvent être à mesure de prendre leur propre destin en main? Est-ce qu'on va oublier que l'Afrique, dans son ensemble, avait toujours été très liée à des tuteurs pour régler les questions de terrorisme, pour régler les questions d'insécurité? Et lorsque nous convoquons le fait que ces tuteurs, entre guillemets, sont eux-mêmes concernés aujourd'hui par des situations sécuritaires comme celles que l'on observe en Ukraine, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ici si l'on ne prend garde. Alors, je voudrais rapidement revenir avec une inquiétude que l'on a sur les réseaux sociaux. On a suivi les Africains dire, on a comme l'impression qu'on vient imposer quelque chose à l'ensemble des chefs d'État du continent, une sorte d'agenda anti-coup, anti-constitutionnel, oui. Un peu comme si tout le monde devait littéralement se ranger dans cette voie-là, sans écouter ces masses africaines. Alors, ce qui a tendance à être renforcé par le forum d'Accra qui s'est tenu au mois de mars dernier et dont les résolutions vont être présentées ici pour adoption au chef d'État, un peu comme si tout était déjà fait d'avance et qu'il faudrait simplement venir ici valider ce qui a été fait à Accra. Et à Accra, on connaît les positions de Nana Akufo-Addo, le président de la République, sur la question des changements anticonstitutionnels. C'est mal connaître l'Afrique qui bouge aujourd'hui. C'est minimiser le travail qui avait été fait par vous dans le cadre du Conseil africain des médias et surtout de la télévision panafricaine. Vous avez oublié que vous avez passé tout le temps à construire une masse critique qui comprend un certain nombre d'enjeux et un certain type d'enjeux. Ce qui s'était passé à Lisbonne, il y a cela 30 ans, où on a réuni tout l'ensemble des 54 chefs d'État africains à Lisbonne pour leur faire signer un document qui s'appelait les accords de partenariat économique. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que ça n'a pas pu prospérer. C'est pour cela que le lendemain, on est allé région par région. Ça n'a pas prospéré. Je crois que l'Afrique de l'Ouest, qui est devenue pendant très longtemps le paravent d'un certain type de gouvernance que l'Europe occidentale a voulu imposer à l'ensemble des Africains, ce type de gouvernance ne peut pas passer ici aujourd'hui. Je crois qu'on veut profiter de ce passage en force d'une Union africaine qui a commencé à se consolider depuis un certain temps pour frapper le coup fatal. Je crois que Malabo risque d'être ce moment historique où l'Afrique a deux choix. Soit elle se délite complètement en tombant sous le coup de ne pas tenir compte des aspirations populaires comme ce qu'on a connu avec le Mali, comme ce que l'on a connu avec le Burkina Faso, soit alors Malabo devient ce centre de réflexion qui rappelle à l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui qu'il faut faire attention. Les Africains n'entendent plus tomber dans le piège d'une gouvernance que leur a imposée. Chaque État, chaque nation doit faire face au marasme sécuritaire, au marasme économique qu'il a aujourd'hui en fonction de ce que le peuple lui donne
comme par avant, de ce que les populations le donnent. Nous allons en parler tout à l'heure avec les contre-coups d'une guerre qui se trouve en Ukraine, qui rend les populations malades de leurs économies, qui rend les populations malades de leur sécurité et de leur stabilité. Je sais que ceux qui veulent que l'Afrique se délite n'ont pas fait de choix au hasard. Ils savent très bien que pour le cas de Nana Akufo-Addo, dont vous avez fait allusion tout à l'heure, l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas à Bégueï. Vous savez que le Togoland parle au Ghana. Le Togoland parle au Togo lui-même. Pourquoi est-ce que c'est au moment où le Ghana a décidé de payer toute la dette au Fonds monétaire international? Pourquoi c'est au moment où la CEDEAO a de sérieux problèmes avec 2 ou 3 pays qui y sont membres qu'on a utilisé un pays qui, dans la négociation, serait un peu plus faible? Pourquoi c'est à ce moment qu'on parle de Togoland, alors qu'on sait très bien que le Ghana n'a plus de question de Togoland? Vous pouvez donc comprendre la manière de voir les choses du président ghanéen. Je crois qu'il a une épée de Damoclès sur sa tête. Il n'y a pas de hasard. Et il se dit que c'est peut-être le moment de ne pas trop provoquer un certain nombre de desiderata qui se passent en Afrique. Et c'est d'ailleurs la manière de gérer les crises africaines que nous observons aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard qu'on ait oublié que Bakassi parle à côté, qu'on ait oublié que la crise de Boko Haram est à côté, la crise du nord-ouest et du sud-ouest, et qui touche un pays comme le Cameroun, qui touche un pays comme le Nigeria, et que c'est à ce moment que l'on vienne évoquer les questions liées à la gouvernance politique. Et vous savez très bien qu'en 1990, on a évoqué la question de la gouvernance politique au même moment où la Banque mondiale a mené l'ensemble de nos gouvernants à mettre dehors tout ce que le peuple compte comme bras. Ce chômage généralisé est mis en place, avait donc certainement pour rôle de venir en appui à cette déstabilisation des États africains à travers ces syllogismes dont on appelle gouvernance politique, changement et alternance. Peut-être qu'on est aussi venu parler à l'Afrique centrale en leur disant « c'est vous qui nous empêchez d'atteindre le but escompté qui est celui de remplacer tout le leadership qui se trouve au sein de l'Afrique centrale. » Et tout cela peut basculer. C'est pour ça que je pense que ça ne va pas prospérer la réunion d'Accra. Parce que lorsque l'Afrique centrale avait ces problèmes liés à Boko Haram, liés à des changements dont on fait allusion aujourd'hui, on avait cru devoir positionner l'Afrique de l'Ouest comme étant le maître nageur, le maître mot, celui qui est le plus intégré entre les peuples. Mais on avait oublié que pour que l'Afrique soit debout, pour qu'elle fasse face au terrorisme et à la sécurité, il faut 2 choses. Que les chefs d'État soient solidaires et que le peuple soit intégré. Voilà. Et donc, demain, la plénière va être intense dans cet auditorium principal du Centre international de conférence de Sipopo, parce qu'il y aura la lecture de cette déclaration d'Accra qui va être présentée aux chefs d'État dans l'espoir qu'ils adoptent cette déclaration, ou alors de nombreuses dispositions de cette déclaration dans la déclaration finale sur la question des changements anticonstitutionnels sur le continent africain. On sait aussi qu'il y aura des exposés qui vont aller dans le sens de comprendre les origines même de ces changements anticonstitutionnels qui aujourd'hui, quoi qu'on le dise, sont l'émanation de la volonté populaire, ce qui peut poser le problème de la légitimité même de certains dirigeants tels que vous l'avez d'ailleurs présenté, ambassadeur François Bikourou. En attendant demain, on va rapidement prendre la deuxième urgence qui a poussé à la convocation de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, avec un exposé qui est attendu ici en salle du président Paul Biya du Cameroun et également du président Tebboune de l'Algérie, qui vont donc exposer dans le sens de créer une sorte de déclic dans la mobilisation permettant de lutter efficacement contre le phénomène. Quand vous observez le comportement du monde occidental à la survenue de la crise entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, quand vous jetez un regard de quelques limbes que l'on a observés dans la tentative d'invasion de la Syrie en son temps, quand vous trouvez un lien dans la tentative réussie de déstabilisation de l'ensemble de l'Afrique à travers la mise à mort de Muammar Kadhafi et le quasi-État institutionnalisé qu'on a mis en Libye aujourd'hui, vous conviendrez avec moi
que ce que vous dites aujourd'hui doit nous interpeller. L'Algérie et le Cameroun sont deux nations qui, sans nécessairement attendre du tuteur occidental, ont réussi à juguler à l'interne comme à l'externe ces questions de terrorisme. Vous avez vu comment l'Algérie a géré ces problèmes depuis 1981. Vous avez vu comment le Cameroun l'a fait depuis avant les années 90 avec la crise au sein du corridor du Golfe de Guinée, la crise de Bakassi, avec la Grande Nigeria et les masses terroristes qui se trouvaient déjà aux confins du Nigeria. Vous avez vu comment le Cameroun a géré la crise avec Boko Haram dans son flanc septentrional, qui a une ouverture sur 3 pays du Sahel. Vous avez vu comment le pays a géré la crise des bandes organisées qui sortaient de la RCA et qui voulaient utiliser le flanc est de son pays comme base arrière pour aller déstabiliser le Congo. Vous avez surtout vu comment le président camerounais et le président algérien ont eu le courage, chaque fois face à la communauté internationale, de prendre des positions qui vont dans le sens du règlement d'un certain nombre de conflits de deux manières. Lorsque ce sont des conflits internes, que cela soit fait par les mécanismes des pairs de l'Union africaine et les mécanismes sous-régionaux. Mais lorsque c'est des questions de terrorisme, les deux présidents ont mis face au monde l'hypocrisie et l'imposture d'un certain nombre de mécanismes internationaux. Vous avez vu que le Cameroun est presque seul. S'il n'avait pas fait alliance stratégique avec l'armée nigériane et l'armée tchadienne, nous n'en serions pas à le présenter aujourd'hui comme des exemples. C'est la même chose que l'Algérie a convoqué. Vous avez vu que l'Algérie n'a pas de problème de constance avec la Grande Russie, elle n'a pas de problème avec la France, mais elle gère le contingentement de son terrorisme qu'on est venu mettre en place autour de sa région, notamment de Mauritanie en passant par le Mali, le Niger. Ces deux exemples, peut-être qu'ils vont venir faire partager, ou alors partager leur expérience de gestion interne, de gestion africaine d'un certain nombre de questions liées au terrorisme. Parce que les questions liées au terrorisme ne sont pas nécessairement des questions d'insécurité. Les questions liées au terrorisme, c'est comme Paul Biya l'avait dit en son temps, lorsqu'il organisait un sommet sur les questions maritimes. Les questions liées au terrorisme, parce que le terrorisme est un fondament mondial. Pourquoi est-ce que quand il est au théâtre d'expérimentation qu'est devenue l'Afrique, la communauté internationale se comporte comme si l'Afrique doit faire face aux questions internes, de gestion interne, de gouvernance interne, de climat et de maladies. Et quand c'est une question transnationale, donc internationale, l'Afrique ne se rend pas compte que la communauté internationale y met des moyens. C'est pour cela que vous avez vu avec le Mali, 12 ans durant, la communauté internationale était présente dans la sous-région, mais comme peau de baudruche, le Mali est parti, a perdu pratiquement 75% de son territoire, alors que la communauté internationale. Je fais allusion ici à la République démocratique du Congo, où depuis pratiquement un quart de siècle, la même communauté internationale s'y trouve. Peut-être que les Africains pourront aller à l'école de ces deux icônes qui ont géré et qui ont jugulé un certain nombre de crises du genre de terrorisme. Mais je précise encore très bien que les crises de terrorisme sont des crises internationales. Il est de bon ton que les mécanismes des Nations Unies soient toujours mis en exergue lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Maintenant, les Africains viennent de se rendre à l'évidence avec la question de l'Ukraine, qu'en réalité, les mécanismes internationaux ne valent que lorsque ça concerne les pays occidentaux. Il est donc temps que les États africains se retournent pour ceux qui avaient compris ça à l'époque, peut-être pour échanger ce type d'expérience. Mais lorsqu'on sait que ces crises ont des relents de changement considérés comme anticonstitutionnels, on peut aussi se rendre à l'évidence que le Cameroun et l'Algérie sont des exemples de stabilité type africaine de leurs États, mais des exemples d'instabilité type occidentale et Nations Unies en ce qui concerne le changement à la tête des États. Donc ces expériences pourront se faire. Et vous avez su bien noter tout à l'heure que M. Obiangema est président de Guinée équatoriale. On a choisi de venir ici parce que l'opinion des pays où ces crises ont lieu aujourd'hui, je ne suis pas sûr que leur chef d'État, après avoir mal géré la relation entre l'institution sous-régionale qu'on appelle CEDEAO et l'un de ses membres, l'institution internationale de gestion de crise qu'on appelle le G5 Sahel, dans lequel le Cameroun est
l'Algérie était concernée, je ne suis pas sûr que ces institutions internationales et certains de leur leadership à la tête de leurs États peuvent encore avoir des arguments valables. Il était donc mieux que l'on aille dans un pays où toutes ces expériences avaient déjà été faites et toutes ces conclusions avaient déjà été faites au bénéfice et de l'Afrique et des populations de leurs pays concernés. Je crois que Paul Biya et le président algérien vont dire à leur père que la situation que l'Afrique traverse aujourd'hui mérite qu'un certain nombre de critères de convergence et de divergence hérités de la colonisation soient un tant soit peu revus afin que l'on traverse cette transition générationnelle dans laquelle vit l'Afrique aujourd'hui face au reste du monde. Et quand on parle du président Paul Biya et du Cameroun, on parle d'un pays qui, vous l'avez dit, a su réduire la menace Boko Haram, qui n'a pas perdu 1 centimètre de son territoire national, quand à un moment donné, le Nigeria, le nord-est du Nigeria avait été littéralement occupé par Boko Haram, le Cameroun, considéré comme un pays, comme un pays où la sécurité est au cœur même du fondement voilà, de l'engagement public. Le Cameroun qui a été cité comme référence, notamment dans la lutte contre la piraterie maritime par les États-Unis, qui sont souvent venus à Yaoundé dans le cadre notamment du Forum international sur la sécurisation du golfe de Guinée. Donc le Cameroun qui pourra beaucoup apprendre aux autres États en matière de lutte contre le terrorisme, et l'Algérie également, vous l'avez dit. Ambassadeur Bikoro, je voudrais qu'on sorte maintenant avec la 3e urgence qui a aussi été à la base de la convocation de ce sommet extraordinaire. Il s'agit de la situation humanitaire qui est plus qu'urgente aujourd'hui sur le continent africain, avec 113 millions de personnes aujourd'hui qui ont été exposées à la famine, due notamment à la crise sanitaire, à coronavirus, et dû également au contexte international et une inflation qui atteint les 10% dans certains pays, qui a causé une cherté de la vie qui aujourd'hui demande que les chefs d'État s'y arrêtent, notamment pour trouver les ressources financières qu'il faut aujourd'hui pour rapidement porter assistance à ceux-là qui souffrent. L'Afrique devrait vraiment se réunir parce que la thématique dont vous faites allusion, elle est liée aux 2 premières thématiques, avant même la crise du coronavirus. Il est évident que lorsqu'il y a une crise sécuritaire dans un pays, lorsqu'il y a une crise de l'autorisme dans un pays, les populations ne vaquent pas sereinement à leurs occupations pour construire la masse critique économique de leur pays et faire face à leurs besoins de modernisation et de modernité vis-à-vis des autres pays. Vous conviendrez avec moi que ces pays, les déplacements que cela cause, créent dans certains pays qui ne sont pas concernés par la crise sécuritaire un surcroît de demandes en besoins essentiels. Donc, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, on doit régler pour une fois de plus les questions de sécuritaire, les questions politiques. Parce que vous savez aussi que certaines populations se sont déplacées, certains États ont été désintégrés par le fait qu'on n'a pas pu gérer les crises sociopolitiques, soit issues des élections, soit issues des équilibres macro-géopolitiques qui doivent se mettre dans un État. Ce qui est évident, c'est que la crise sécuritaire qui a lieu en Ukraine est venue rappeler, comme dans un rêve qui s'arrête, à l'ensemble des populations africaines de rappeler, si vous me permettez la tautologie, à leurs États qu'on ne construit pas le développement à l'aune d'un autre État sans se construire en son propre sein. L'Union africaine avait créé une zone de libre-échange. Et vous avez constaté que la mise en route de cette zone de libre-échange a coïncidé avec la résurgence d'un certain nombre de crises qui empêchent justement que les États africains fassent commerce entre eux. L'Afrique, c'est quand même près de 2 milliards de consommateurs. On ne peut donc pas comprendre que pour le blé, pour les arachides, pour le piment, que l'ensemble de l'Afrique aille se ravitailler en Europe ou alors en Occident. C'est quand même assez curieux. C'est pour cela que je pense que pour régler ce problème, on va déjà régler les problèmes sécuritaires qui ont été créés, mais on doit surtout régler la question de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire de l'Afrique. Parce que si on se comportait comme consommé africain, comme cela avait été lancé en son temps par Thomas Isidore Sankara, par Paul Biya et tous les autres, on aurait subi très peu les contre-coups de la crise ukrainienne et même des crises de la pandémie à coronavirus. On les subit parce que nous ne sommes pas des économies intégrées. Nous sommes des économies exsangues qui comptent sur d'autres économies. Et là, il faut régler une fois pour toutes tous ces blocages qui empêchent les économies africaines de se mouvoir, dont celle de la monnaie. On ne peut pas comprendre que les 14 pays, parmi les pays
les plus émergents, en dehors des deux que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, n'aient pas pu avoir ce pont qui permet aux économies de se mouvoir. Il y a même plus grave, c'est que dans cet espace économique franc-CFA, les pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont aucun lien conique avec les pays de l'Afrique centrale. Et donc, c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir parce qu'en prenant nous-mêmes à charge et en adéquation et en faisant une adéquation avec les réalités locales, les questions de terrorisme, les questions climatiques et autres, nous allons amener les populations à réavoir confiance en leurs États et en leur leadership. Mais au bout du compte, s'il faille encore aller se ravitailler en Europe, alors que c'est chez nous ici qu'on prend la matière première, il y a un problème. Je pense donc au cours de ce sommet, malheureusement, il est extraordinaire. Il ne posera que les premières limbes. Parce qu'il s'agit de rassurer les populations qui se posent des bonnes questions dans la gouvernance économique de l'Afrique. Comment comprendre que chaque fois qu'il y a un soubresaut dans un champ de maïs en France, que l'ensemble des États africains commencent à péricliter alors que nous avons la possibilité de régler ce genre de problèmes ici. Il faut qu'il y ait donc des mécanismes au sein de l'Union africaine pour apporter une plus-value, qu'on reformate les institutions monétaires, les institutions bancaires, les institutions financières liées à l'Afrique. J'ai cru comprendre qu'il y a aussi une conférence de donateurs. Il faut qu'on s'interroge auprès des donateurs. Pourquoi il y a un poids, deux mesures? Deux poids, c'est quoi ce qu'on dit? Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'une crise qui survient dans un pays européen, tous les mécanismes pour juguler, pour réduire un temps soit peu les impacts négatifs de cette crise sont mis en branle, les milliards qui ont été mis à la disposition de l'Ukraine, mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique, le président camerounais gère la crise de Boko Haram grâce à une inclusion militaire entre les pays africains. La crise du nord-ouest et du sud-ouest, on veut la lier à des questions de géopolitique alors que c'est des questions internationales de terrorisme. Je crois donc que l'Afrique doit se remémorer que si elle rate cette transition, pendant que la communauté internationale est concentrée sur ce qui lui semble être essentiel, comme ce fut le cas de la Covid, l'Afrique doit donc profiter, d'où le caractère extraordinaire et le trop-plein de tout qui a été mis en place. Et rappeler aux donateurs que quand il y a une crise mondiale, comme celle que nous vivons aujourd'hui, et qui est convoquée par le terrorisme et la crise alimentaire, la crise économique, il n'est pas question que le soutien à apporter à la mamelle nourricière du monde qu'est l'Afrique soit plutôt converti en aide. Parce qu'une aide est une dette. Ce qui amène donc les opinions africaines intellectuelles dont nous constituons à croire qu'ils ont un lien entre la survenue de ces crises pour qu'ils viennent davantage endetter l'Afrique. L'Afrique doit commencer à penser son développement de façon intégrée d'un. Et deuxième chose, et c'est là qu'il y aura un point d'achoppement, c'est la capacité de quelques États africains, dont celui du Cameroun, à construire son développement au plan multilatéral. Or, vous savez très bien que les États occidentaux, à travers les accords de partenariat économique et tout autre contrat qu'ils nous ont fait signer à ce moment, refusent que l'unilatéralisme soit le mode de gouvernance mondiale qui va permettre à chacun État de se mettre sur la route du développement et pourquoi pas du progrès. Merci beaucoup à vous, ambassadeur François Bikoro. Nous sommes au cœur de cet événement. Nous allons y revenir avec des invités spéciaux avec qui nous allons échanger autour de ces trois urgences qui ont conduit aujourd'hui à la tenue de ce sommet extraordinaire. Vous me permettez certainement de donner un message à l'intelligentsia africaine. Il y a de cela 15 ans, Guy Fondam, quand vous commenciez, on ne savait pas que les chefs d'État auront une oreille attentive. Le principal problème des chefs d'État africains était qu'ils n'avaient pas une masse critique populaire et politique derrière eux lorsqu'ils posent un certain nombre d'actes. Nous avons dit au départ que nous n'allons pas condamner nos chefs d'État, nous n'allons pas les invectiver sur la base des critères ordonnés par l'Occident. Nous avons travaillé pendant près d'une dizaine d'années à rassurer nos chefs d'État que lorsqu'ils travaillent en adéquation avec les peuples, ils auront tout le soutien de tous les peuples. Et lorsqu'ils ont le soutien des peuples, ils n'ont pas besoin d'être sous l'épée des démocrates, des Occidentaux. Et ce sommet aujourd'hui doit être mis à l'actif d'Afrique Média et de son promoteur
Parce que j'ai parcouru 37 pays africains ces 2 dernières années. J'ai été très heureux de constater qu'il n'y a pas une radio, il n'y a pas un journal, il n'y a pas une télévision qui fasse un débat sans parler de panafricanisme, sans parler du retour aux sources. Il n'y a pas un chef d'État qui fasse un discours sans parler de panafricanisme. C'est à mettre à l'actif de vous, cette génération qui refuse de rater la transition dont nous on a failli rater, celle du tirailleur sénégalais, qui est venu nous dire que nous sommes tous des êtres humains à part entière, mais nous n'avons pas compris cela. La déportation, l'esclavage est devenu le colonialisme est devenu le néocolonialisme. Il est donc temps que nous parlions aussi à la masse critique européenne. Nous avons tous les mêmes problèmes. Vous avez vu que depuis qu'il y a la crise ukrainienne, on ne vous dit pas assez que c'est parce que vous ne venez pas en Afrique que vous avez les contre-coups de la crise ukrainienne. Et aux opérateurs économiques africains, vous aviez l'habitude de passer par l'Europe qui allait en Ukraine et en Russie. Je crois que le moment est venu de demander à vos chefs d'État de mettre des moyens à votre disposition pour que vous alliez directement, au nom du multiculturalisme économique, aller vous ravitailler en Ukraine en attendant la mise en place de vastes et étendus territoires de mise en exergue de notre économie alimentaire. Merci beaucoup à vous, ambassadeur François Bikoro. Voilà. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez bien connectés parce que nous sommes au cœur de ces travaux. 20 chefs d'État sont attendus, parmi lesquels le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall d'ailleurs, qui nous a accordé un entretien exclusif que vous allez suivre demain à 18h GMT sur les antennes d'Afrique Média. On attend également ici Félix Tshisekedi et aussi Mahamat Idriss Déby Itno, voilà, qui partira du Tchad pour venir assister donc aux échanges ici sur place. Les résolutions, on vous l'a dit, sont très attendues, notamment sur la question des changements anticonstitutionnels, et également sur la collecte qu'on pourrait avoir ici de ressources pour aider ceux qui sont aujourd'hui frappés directement par la famine. On se retrouve très bientôt avec grand plaisir, bien sûr, toujours au cœur de ce sommet extraordinaire.